tous, Media Junkie fait peau neuve. Au programme, plus de news et plus de débats. Et le premier fera écho à l'actualité puisque nous reviendrons sur les événements qui ont marqué Charlie Hebdo il y a quelques jours. Et nous aborderons la question de la liberté de la presse. Internet et les réseaux sociaux ont-ils changé les codes? Nous essaierons de répondre à ces questions en compagnie d'Alain Jakubowicz, le président de la LICRA, et François Bougon, le responsable des réseaux sociaux à l'AFP. Ce sera dans quelques instants sur ce plateau. Mais pour l'heure, place aux news. Triste nouvelle pour la presse gratuite d'annonce. Le tribunal de commerce de Lyon a tranché. La Comareg, éditeur du célèbre journal Paru Vendu, et Hebdoprint, son centre d'impression, ont été mis en liquidation judiciaire. Selon la Comareg, la migration du marché des petites annonces sur Internet serait la cause des difficultés du groupe. Pour mémoire, nous avions reçu Louis Courteau, le président de la Comareg, en juin dernier. Le numéro 1011 de Charlie Hebdo, rebaptisé Sharia Hebdo, est consacré à la victoire du parti islamiste en Tunisie. C'est extrêmement bien vendu. L'incendie des locaux survenu dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier a visiblement boosté les ventes. 110 000 exemplaires distribués le jour de sa parution. Une réimpression, un réapprovisionnement des points de vente, un record qui n'est pas sans rappeler celui de 2006, lorsque Charlie Hebdo avait publié les caricatures du prophète Mahomet. Denis Oliven a succédé à Didier Quillot à la présidence du directoire du groupe de médias Lagardère Active. La tâche s'annonce cependant difficile. Le groupe a été fragilisé par la stratégie de son gérant depuis 2003, mais aussi par l'étalage de sa vie amoureuse dans les vidéos frisant le ridicule. Cela suffira-t-il à rassurer les investisseurs? Affaire à suivre. Et enfin, incertain, l'avenir de l'émission Réunion de famille. Pour son grand retour médiatique, Jean-Luc Delarue avait choisi de laver à l'antenne le linge sale de famille en détresse tous les mardis soirs. Mais les audiences sont décevantes, même après le 2e numéro. On parle d'une audience d'à peine 900 000 spectateurs. Le doute plane donc sérieusement sur un éventuel arrêt de l'émission. Pour parler de Charlie Hebdo, de la liberté de la presse et de son évolution par rapport à Internet et aux réseaux sociaux, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, François Bougon et Alain Jakubowicz. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc François, vous êtes responsable des réseaux sociaux à l'AFP. Et Alain, vous êtes le président de la LICRA, donc la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Vous êtes avocat, vous avez participé à un grand nombre de procès contre le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme. Et on se souvient de vous notamment pour les procès de Klaus Barbie ou encore Maurice Papon, pour lequel donc, vous étiez partie civile. Alors Charlie Hebdo, il y a quelques jours, c'était donc des locaux incendiés, un site internet piraté, une page Facebook inondée de commentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Je commence par vous, François, qui êtes à l'AFP. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que je pense que c'est une piqûre de rappel. C'est-à-dire que bon, moi, j'ai passé 5 ans en Chine. Et en fait, la liberté de la presse, quand on parle de la liberté de la presse en France, j'ai l'impression qu'on a souvent des attitudes d'enfants gâtés. On oublie que c'est une construction et que ce sont des combats successifs. C'est pas un acquis. Et c'est pas un acquis. Et donc, quand on voit un journal incendié, pour moi, c'est des piqûres de rappel sur le fait, voilà, qu'est-ce que ça représente la liberté de la presse. Et là-dessus, on peut pas transiger en fait. Voilà. Donc, quand je vois certains commentaires, oui, mais ils l'ont mérité, etc., ça me fait penser les histoires de viol en disant oui, mais bon, elle était habillée de telle manière. Non, voilà, c'est la liberté de la presse, elle se défend comme ça et elle se construit aussi. Et il faut tous les jours se battre pour cette liberté de la presse. Alors, il y a les principes généraux et après, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que la liberté de la presse en France, il faut regarder dans les détails. Et il y a plein de facteurs qui montrent que c'est une démocratie qui est encore un peu faiblarde. Voilà. Alain, vous avez condamné aussi fermement cet événement. Est-ce qu'il y a aussi des nuances, des gens qui disent justement ils l'ont un peu mérité? Écoutez, d'abord, pour moi, un journal qui brûle, ça me rappelle un auto-da-fé. C'est-à-dire que vraiment, on s'attaque au ciment même, aux fondations même de la démocratie. Et vraiment, on est dans l'ordre de l'inacceptable. Je trouve que bon nombre de personnes qui ont condamné, parce que qui va dire aujourd'hui, oui, je trouve que c'est normal. Bon, il y a quelques extrémistes qui vont... Bon. Mais je trouve que cette tendance à... C'est inadmissible. Mais peut-être je ne suis pas d'accord avec l'humour de Charlie Hebdo, mais peut-être ont-ils dépassé... Non, c'est proprement inacceptable. On a le droit de ne pas être d'accord avec Charlie Hebdo. On a le droit de ne pas être d'accord avec tel ou tel organe de presse. On est dans un état de droit. Quand on n'est pas d'accord, on saisit la justice. On ne brûle pas, on n'attaque pas. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Mais je ferais presque un reproche à Charlie Hebdo eux-mêmes. J'ai trouvé que leur position à cet égard était peut-être un petit peu molle.
C'est vrai que eux-mêmes, ils ont tellement peur que l'on aille sur l'angle de l'islamophobie, etc., qu'aujourd'hui, ils sont très en retrait. Et à mon sens, peut-être trop en retrait. On doit dire les choses, on doit nommer les choses. Lorsque Charlie Hebdo dit « mais y a-t-il véritablement un parallèle entre notre incendie et le piratage ?» Enfin bon, soyons sérieux. Enfin, il faut, je crois, dire les choses très clairement. Et dire qu'il y a une origine de l'extrémisme islamique dans ces faits, ce n'est évidemment pas être islamophobe. Je dirais au contraire, rendons service à la communauté musulmane de France, et en général aux musulmans, je dirais, qui sont des démocrates, en dénonçant fermement ceux qui sont capables de tels actes. Et aujourd'hui, bon, sans vouloir jouer les Sherlock Holmes, je crois que c'est quand même un peu signé. Parfois, la question se pose malgré tout, est-ce qu'on peut tout dire dans les médias? Est-ce qu'on peut rire de tout? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur les champs d'action de la LICRA? Dans quel cas on peut condamner des propos et dans quel cas c'est normal de les dire? Écoutez, vous savez, moi je suis légaliste, je suis avocat, je suis un républicain et un démocrate. Pour moi, la limite à la liberté d'expression, parce qu'il y en a une, il y en a nécessairement une dans toute démocratie. Et lorsque d'ailleurs ceux qui sont attaqués sur ce fondement-là viennent revendiquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a aussi des limites à la liberté d'expression. Et ça a été jugé et rejugé. Alors quand est-ce qu'on dépasse la ligne jaune ? C'est le droit. En France, nous avons décidé de juger, considérer, et d'ailleurs au-delà, le législateur a considéré que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc nous, lorsque nous considérons subjectivement, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas là pour jeter l'anathème ou pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Lorsque nous avons une interrogation, lorsque nous considérons que la ligne jaune est franchie, nous saisissons le juge qui a seule vocation à dire si cette ligne jaune a été franchie ou pas. C'est aussi simple que cela. Maintenant, pour répondre à votre question, non. Tout ne peut pas être dit dans une démocratie. Venir dire les théories racialistes qui viendraient dire que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, etc. Non, ce n'est pas autorisé dans une démocratie. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le penser. Bien sûr, ce n'est pas une atteinte à la liberté de conscience, c'est une atteinte à la liberté d'expression et à l'expression public qui plus est, ce qui n'empêche évidemment pas les scientifiques de s'intéresser aux questions, de travailler sur ces problèmes, évidemment non. Mais comme disaient des proches, je crois qu'il résume tout le sens de notre propos, c'est qu'on peut tout dire, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Alors justement, c'est le cas de certains humoristes qui ont un peu franchi la ligne rouge, la ligne jaune, parce qu'ils ont plutôt mis une casquette politique, et là en l'occurrence c'était un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement, enfin quelques exemples? Écoutez, l'exemple qui nous vient tous à l'esprit, c'est évidemment Coluche. Enfin, je veux dire que Coluche intemporel. Coluche, pourquoi il pouvait tout dire? Bon, d'abord, c'est vrai que l'époque était autre, il faut bien le dire, mais Coluche, il avait son nez rouge, et puis il avait sa salopette, et puis évidemment, il était au 2e, au 3e degré. Et le contre-exemple, ben, c'est évidemment Dieudonné. Dieudonné qui était un humoriste, vraiment, qui était drôle, mais qui aujourd'hui n'est plus un humoriste, il ne fait plus rire personne. Aujourd'hui, c'est un tribun politique, idéologue. Il est dans une idéologie. Et souvenez-vous de Coluche. À un moment, il a un peu enlevé son nez rouge, sa salopette, il avait un petit peu troqué pour, non pas un costume pour lui, mais un peu un costume de candidat à la présidentielle. Il s'est pris au jeu, il y a des films, il y a des tas de choses qui... Ben, il était plus drôle du tout, il était plus drôle, il est devenu triste, le clown est devenu triste, et voilà, la limite, elle est là, je crois, et chacun est parfaitement, suffisamment intelligent pour l'apprécier et s'en rendre compte. Si on revient dans le cadre, dans le champ des journalistes, plus récemment, c'était Éric Zemmour qui, au goût de la LICRA, est justement allé trop loin. Il y a eu un procès. Vous n'êtes pas particulièrement favorable à la base au procès? À l'origine, nous, à la LICRA, nous n'avons pas voulu ce procès. Nous avons voulu montrer que Éric Zemmour se trompait. Et pourquoi Éric Zemmour? Ce n'est pas parce que c'est Éric Zemmour, mais parce qu'effectivement, c'est un leader d'opinion. Et que les leaders d'opinion, comme Dieudonné d'ailleurs, ben, il y a des gens qui les écoutent, qui les suivent, pour qui ils sont des modèles. Aujourd'hui, le point de vue politique, c'est Éric Zemmour. On les regarde à la télévision, on le lit dans les magazines, on l'entend à la radio. C'est lui qui vient donner... bon, c'est son droit. Ça, c'est la liberté du journaliste. Mais lorsqu'il franchit la ligne jaune, nous dit non. Ce qu'il a dit était inacceptable. Et pour nous, on était dans le domaine délictuel. On a essayé d'échanger avec lui. Il n'a pas voulu ce débat. Il l'a refusé.
Eh bien, nous sommes allés devant la justice, et encore une fois, nous aurions perdu, bien écoutez, on aurait dit, voilà, Éric Zemmour n'a pas commis un délit. La justice en a décidé différemment, il a été condamné. Nous n'avons pas demandé évidemment des sanctions contre Éric Zemmour. On ne veut pas attaquer la liberté de la presse, on veut simplement dire où le curseur doit se trouver dans l'expression de cette liberté. Alors, la liberté de la presse, la liberté des journalistes, aujourd'hui, ça se passe aussi sur Internet, avec le Web 2.0, avec les réseaux sociaux. François, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Sphère privée, sphère publique, on en est où aujourd'hui? Enfin, moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on est, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est dans une vraie phase de bouleversement pour la presse traditionnelle. Jusqu'à présent, la presse traditionnelle a hésité, a eu beaucoup de mal avec le net et avec les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça remet en cause son rôle traditionnel de gatekeeper, voilà, moi je suis au cœur du jeu et j'ai du mal à accepter un autre monde qui s'est constitué. Le principe du net et le principe des réseaux sociaux, c'est justement le fait qu'une parole qui jusque-là était plutôt restée dans l'ordre du privé occupe maintenant un espace public. Voilà. Donc ce qu'ont fait les médias traditionnels, c'est qu'ils ont pris juste le début du net. C'est-à-dire on va prendre le net, on va aller sur Internet, etc. Mais on reste quand même, c'est nous qui restons, on garde les clés de la maison d'une certaine manière. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est une vraie révolution pour les médias traditionnels, c'est qu'ils comprennent que les clés de la maison, ils vont devoir donner quelques clés non pas de la maison, mais de certains appartements aux internautes. Et donc, là, on est confronté à des vraies questions sur cette parole qui, jusqu'à présent, restait privée, puis même des paroles d'extrémistes, etc. Donc, c'est une vraie construction à l'heure actuelle qui, en plus, se déroule sur fond de difficultés économiques. Donc, on peut avoir aussi une tendance d'un contrebalancier qui est un peu radical en disant « Allez, c'est open bar, on ouvre complètement la maison ». Et je pense que là, c'est vraiment… C'est pas une critique, c'est juste de dire « Ok, on est dans une phase de transition, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ?» Des exemples, par exemple, comme le Poste.fr qui se sont fait avoir parce qu'eux, ils ont considéré, et je pense que c'est trop tôt encore, on ne peut pas laisser totalement les clés de la maison, c'est pas une question de liberté, c'est juste que, voilà, c'est qu'est-ce qu'on construit quand on est un média, quand on s'appelle Le Monde, quand on s'appelle, je ne sais pas, Libération, on n'ouvre pas totalement les clés de son appartement. On essaye de construire des choses avec des gens qui correspondent un peu à notre envie ou qui acceptent des règles de base de la démocratie, en fait. C'est ça qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est comment on reconstruit une démocratie en intégrant complètement le net et les réseaux sociaux. Et justement, en n'ayant pas cette attitude de dire « Ah, le net, c'est sale, etc. » Non, c'est pas ça. L'histoire, c'est, voilà, on le prend au sérieux désormais, on prend le net au sérieux et les réseaux sociaux au sérieux, et qu'est-ce qu'on en fait? Alors, comment on fait pour laisser les clés des appartements et que ça se passe bien? Comment ça se passe? On sent pour l'instant, on ne le sait pas encore. Il y a des expériences qui sont en train de se faire. L'Express va le faire progressivement, c'est-à-dire que l'Express va mettre d'abord sur la section culture, etc. à partir du 15 novembre. Et on va voir ce que c'est. Mais tout ça est encore en train de se faire. Il y a de l'innovation et tout ça. On n'a pas vraiment de certitude. Par contre, moi, en tant que journaliste, j'ai une certitude. Je ne pense pas que laisser tout d'un coup ouvert à tout le monde et faire n'importe quoi et de la libre antenne, je ne crois pas que ce soit la solution non plus, parce que justement vous avez une parole totalement, totalement libre, etc. et qui va contre la loi, parce que quand vous commencez à ouvrir votre antenne et à dire l'histoire de Sud Radio sur le lobby juif et tout ça, bon d'accord, dans ces cas-là, ça devient dramatique. Alain, alors justement sur cette histoire de Sud Radio… Oui, moi je vais peut-être aller au-delà bon, c'est un épiphénomène, c'est un exemple, mais je crois que vraiment la liberté de la presse, bien sûr, c'est un principe fondamental d'une démocratie, mais je crois que les journalistes doivent aussi, et notamment les rédactions, balayer devant leurs portes. Il y a un phénomène, disons-le clairement, un phénomène concurrentiel aujourd'hui. Alors il y a les médias bien établis, etc., qui ont vraiment un code éthique pour lequel il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, la prolifération des organes de presse, de presse traditionnelle et de presse moins traditionnelle, cette concurrence, on dit aujourd'hui il faut donner la parole au public, que ça soit la parole vraiment au sens premier du terme ou par le biais d'Internet. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas une régulation, qui s'exprime? Ceux qui s'expriment demandent poser une question, c'est toujours ceux qui ont des avis tranchés et généralement les extrémistes. Le cas de Sud Radio est évident. Lorsqu'un journaliste dit est-ce que DSK a été sauvé par le lobby juif? Les gens, je dirais, entre guillemets normaux, vont pas répondre ben non, cette question est absurde. Non, ils ont autre chose à faire. Mais en revanche, les gens qui sont dans une idéologie forte d'extrême droite, raciste, antisémite, etc., ils décrochent leur téléphone, ils sont trop contents. Et à ce moment-là, c'est effectivement, on a ouvert la boîte de Pandore.
Et là, moi, je pense effectivement que, d'abord, le CSA doit intervenir de façon plus ferme. Alors, c'est vrai qu'il le fait, mais je crois pas suffisamment fermement. On doit rappeler un certain nombre de principes. Puis, il y a des gens qui n'ont pas leur place sur le... pour qui la carte de journaliste est quand même un petit peu, je considère, un peu galvaudée. Voilà, et je crois que les journalistes doivent eux-mêmes rester à leur place. Et justement, on les tient, nous, en trop haute considération pour accepter que finalement le programme soit fait par les auditeurs, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le journaliste ne dit pratiquement plus rien, et aujourd'hui on ouvre la parole aux auditeurs et aux internets, puis le journaliste il est là pour quoi faire simplement pour provoquer, pour remettre une couche. Non, je ne crois pas que ça soit une très bonne orientation pour la presse. D'accord. Donc les journalistes... C'est un peu compliqué pour les journalistes à l'heure actuelle. Bon. Il y a des questions économiques qui sont évidentes. C'est-à-dire on est dans un secteur de la presse qui est quand même pas en bonne forme économique, qui est sous perfusion de l'État, il faut le reconnaître. Et donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, s'il y a forcément de la course au clic pour avoir des revenus et tout ça. Par contre, en tant que journaliste, sur la pratique journalistique concrète, c'est vrai que ce n'est pas évident non plus de trouver sa place. Vous étiez en haut de la pyramide et maintenant vous n'êtes pas forcément en haut de la pyramide, vous êtes obligé de composer par une vaste conversation globale. Ce n'est pas évident de trouver sa place. Donc voilà, moi je trouve que c'est un vrai défi. Ça pose des questions intéressantes. Pourquoi? Parce que ça vous remet devant vos valeurs fondamentales. Pourquoi vous êtes journaliste? Et ça sert à quoi? Vous n'êtes pas simplement journaliste pour montrer votre image à la télévision, etc. Vous êtes journaliste aussi, on en revient aussi à la question de la liberté de la presse, pour construire, enfin, à mon sens, un contre-pouvoir, une démocratie qui soit beaucoup plus forte. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la notion de journaliste à l'heure actuelle et de la liberté de la presse. D'accord. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Media Junkie.